Alors, bonjour à tous, bienvenue. Merci Marie et Grégory pour cette conférence participative sur comment booster sa motivation. Et bien sûr, alors, si vous voulez nous rejoindre, première chose, peut-être que vous êtes en train de voir le direct sur Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, il faut juste retrouver l'événement où il y a le lien. Et je vais, pendant que Grégory et Marie s'introduisent, je vais faire le nécessaire pour copier le lien sur le direct, comme ça peut-être c'est plus facile pour vous de nous retrouver. Alors Marie, en deux mots, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Marie Millet. Je suis à la fois conférencière, formatrice, psychopraticienne. Je travaille dans le domaine de la formation en PNL et dans le domaine de l'hypnose et de l'hypnothérapie. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans ces divers domaines et depuis quelque temps, je me suis associée avec trois autres personnes pour créer l'HNES SARL, Hypnose, Nouvelle École Suisse, afin de pouvoir partager davantage d'idées, euh, pouvoir également entrer en contact avec tous nos abonnés Facebook, nos abonnés LinkedIn, nos abonnés Instagram. Et nous avons décidé d'un commun accord de proposer ces conférences participatives. Et je vous invite donc à vous connecter avec nous ou à nous écouter pour que nous puissions débattre ce matin de comment booster sa motivation dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Bienvenue à tous. Merci. Grégory, en deux mots. Bonjour, mon nom est Grégory Lambert. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez déjà pu voir mon introduction, sinon je vais juste me représenter brièvement. Je suis praticien en hypnose, hypnothérapeute, spécialisé dans le domaine des addictions, du stress post-trauma, etc. Et je participe avec Marie, Patrick et Isabelle à l'école HNES afin d'amener la formation aux gens qui seraient intéressés pour soit se perfectionner, soit apprendre une nouvelle profession, etc. Moi-même, je suis au bénéfice de plusieurs années de pratique. Je dispose d'un cabinet à Yverdon, ça c'est dans le domaine privé pour le cabinet, et dans le domaine de l'équipe HNES, on a une représentation sur Yverdon. Voilà. Patrick, on ne t'entend pas. Je n'ai plus de son, Patrick. Quand on fait plusieurs choses en même temps. Voilà. Donc Patrick de C++, plus de 12 ans d'expérience dans le développement personnel et du coup la motivation avec entre autres l'utilisation des outils principalement de PNL qui m'ont permis d'aider des gens à dépasser leurs limites et leurs barrières et peut-être à les motiver encore plus avec un exercice que j'aime bien pratiquer, la marche sur le feu, où on traverse un champ de braise de 800 degrés. Alors, c'est un petit champ de braise, hein, on va quand même pas trop. Et là, je mets le mot petit pour rassurer un peu les gens. C'est 5-6 pas, mais l'important, c'est de faire le pas. Et faites le pas, hein, si vous êtes en train de nous écouter, de nous rejoindre. Parce que le but de cette conférence, c'est qu'il y a aussi votre participation, et on a perdu Grégory en même temps, c'est qu'il y ait votre participation dans, les questions, mais peut-être aussi dans votre expérience. Donc, rejoignez-nous sur le Zoom en cliquant sur le lien que vous trouverez sur la page Facebook et normalement aussi sur la page LinkedIn qui vous permet d'accéder directement au Zoom. Voilà. Alors, pour commencer, Marie, comment toi-même tu boostes ta motivation? Alors, moi, j'avais d'abord envie de poser une question. La question, ce serait, est-ce que vous pensez que la motivation représente une grande énigme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut sonder le système de motivation derrière nos actions? On peut se questionner, par exemple, sur le fait que
certains élèves savent s'investir à l'école et d'autres pas du tout. Qu'est-ce qui motive ces élèves à s'investir? Ensuite, une autre question, c'est, et on a vu ce matin pour certains d'entre vous sur un Facebook Story, en live, Grégory courir et présenter le travail qu'on allait faire ce matin. Qu'est-ce qui a motivé la course de Grégory ce matin, par exemple? Comment il a fait? On peut aussi se questionner dans le domaine plus professionnel, c'est pourquoi on peut s'engager dans un travail qui pourrait paraître fastidieux, ou comment on peut motiver des équipes à s'engager, à se motiver pour répondre à une demande productive, par exemple. Quelles sont donc les forces qui guident nos choix, nos achats, nos votes? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Tu me demandais, Patrick, en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, il y a plusieurs choses en fait qui me permettent de me motiver. Il y a déjà un grand désir qui est relié à une valeur importante, comme me l'a souligné Grégory, c'est la valeur liberté pour moi. La liberté de choix. Choisir le pourquoi je veux faire quelque chose. C'est pour moi un des principes, je dirais, primordiaux pour pouvoir avancer et me motiver. Alors, dans ces choix, c'est est-ce que je suis au bon endroit au bon moment? Parce que si je ne me sens pas concernée, j'aurai du mal à me motiver. Alors, qu'est-ce qui peut faire que je sois concernée par un sujet? Si c'est moi qui le choisis, aucun problème. Mais si c'est un travail d'équipe, il va falloir que je puisse comprendre les tenants, les aboutissants et que ça corresponde à mes valeurs. C'est un des premiers points que je voulais souligner sur ma motivation. Après, c'est vers quel objectif je vais me diriger. Si mon objectif n'est pas clair, n'est pas bien défini, c'est clair que ma motivation va très vite plonger et j'aurai pas d'argument où je vais commencer à procrastiner. Et comment sortir de la procrastination, ça viendra après, je vous l'expliquerai. En tout cas, en ce qui me concerne. Donc Le une premier point chose, que je voulais souligner. une chose extrêmement importante pour toi, c'est déjà l'adéquation avec tes valeurs. Oui, Ok. oui. Mhm. Superbe. Je te laisse continuer parce que tu étais parti sur la lancée. D'accord. Alors, donner du sens, ça fait partie aussi du sens de mes valeurs, hein. C'est-à-dire que si je veux booster ma motivation et que je suis assise dans mon canapé en me disant oui, mais pour ce projet, je suis pas sûre, je suis pas prête, et puis j'y vois des obstacles, et puis je suis en train de me créer un grand nombre de croyances limitantes, d'obstacles, de freins mentalement. Et du coup, pour couper ça et me redonner de la motivation, il va falloir que je mette en œuvre du mouvement. Bonjour le chat. Et que cette mise en œuvre du mouvement soit effectivement me lever de mon canapé, ne serait-ce que pour descendre la poubelle, pour couper ou faire une rupture de pattern. Ce sont des termes de PNL qu'on apprend à l'HNES, par exemple, comment ça marche pour pouvoir changer un état interne et aller vers un autre état interne. Donc, c'est me redonner de l'énergie physique, ce qui va me permettre de booster ma motivation. Il est également important de vérifier que je sois, comme je vous disais tout à l'heure, au bon endroit, au bon moment, mais que ce soit écologique pour moi et pour mon entourage. Je ne peux pas m'engager dans un projet si, avec motivation, si autour de moi, je n'ai pas vérifié que ça ne posait pas d'inconvénients, ni pour moi, ni pour les autres. Il est important de vérifier cette écologie aussi. Donc, ensuite, c'est une question d'organisation. Parce que se motiver, oui, mais comment? Qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon organisation? Comment je vais la planifier, cette organisation, pour garder ma motivation? Qu'est-ce qui va me maintenir cette motivation? Être en haleine, me projeter. La visualisation a une grande place également dans mon système de motivation et dans mon système motivationnel.
je peux également m'appuyer sur des expériences, voire des réussites vécues, ce qui va plutôt me booster le mental dans le sens de je suis capable et me donner confiance, me donner l'estime de soi qui permet d'envisager que je puisse aller au bout d'un projet et que je puisse rester motivée pour celui-là. Si je ne suis que dans la vision des échecs, à l'évidence, ça va me freiner et je vais me planter lamentablement. Donc, il est important de garder de l'optimisme, mais avec des points d'ancrage. Et ces points d'ancrage, encore une fois, ce sont des choses qu'on apprend dans le cadre de la formation en PNL pour pouvoir réutiliser notre savoir-être, notre savoir-faire, nos ressources, ce qui nous permet de garder la motivation. Voilà, en grande ligne, je vais passer la parole à mes amis parce que j'en ai déjà dit pas mal. J'aurai d'autres choses tout à l'heure et puis on va rebondir. Merci en tout cas de m'avoir laissé ce temps de parole. Alors, Grégory, toi-même, comment c'est que tu te motives? Comment te motives-tu en meilleur français? Alors, tu as le micro aussi éteint. Le micro. Ton micro est éteint. Activé. Là, vous m'entendez mieux? Oui, beaucoup mieux, yes. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit souci de connexion. Au niveau de la motivation, personnellement, je cherche toujours quelque chose qui peut m'amener un peu de motivation, c'est-à-dire changer de train-train quotidien, etc. Je prends l'exemple de ce matin, samedi, 6 heures, voilà, il y a plusieurs possibilités. Soit on reste dans son lit couché à se tourner dans tous les sens, puis on se dit, bon, on va attendre tranquillement de se lever, que les enfants soient debout, puis que tout le monde se mette en route à son rythme, ou à un moment, ma foi, je descends, je bois un petit café, j'enfile mes baskets, et puis je vais courir 5, 10, 15, 20, je ne sais pas combien de temps. Un peu se mettre en mouvement. Mouvement, ça vient aussi de motion, de motivation, tout ça, on est tout dans le même trend. Et à un moment, ça donne une autre dynamique à la journée. On va produire aussi différentes hormones, notamment de l'adrénaline, qui est aussi une des hormones qui nous motive. Et ça va créer un stress, entre guillemets, corporel, mais motivationnel, qui va nous permettre de démarrer la journée en pleine forme et puis de savoir ce qu'on va faire de notre temps. Donc, c'est un exemple que je peux donner comme ça. Okay, vous avez vu que j'ai un chat qui se promène, donc ça me stresse un petit peu en espérant qu'il n'appuie pas sur le clavier ou sur d'autres choses. Ok, super. Donc, moi, j'entends plein de choses intéressantes, mais il y a des moments aussi où la motivation, boum, elle disparaît. On a mis en place ces choses-là et puis, ouais, on n'y arrive pas. Donc, on a un écho. Voilà. Donc, comment on fait pour cette motivation quand elle diminue, quand elle n'est plus là? On a mis en place des choses et puis, hop, il y a des jours où, je sais pas, pour X raisons, quoi, il fait pas beau ou parce que on a un souvenir qui nous est venu dans la tête, quelque chose qui va nous perturber. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Notre motivation, elle peut être effectivement freinée ou anéantie par un stress, par une fatigue, par un moment de déprime ou de pensée down. Je parlais d'aller chercher nos ressources dans notre histoire. On est aussi très très fort et très champion du monde à aller chercher des souvenirs d'échecs passés et à les ressasser beaucoup. Et ça peut être peut-être c'est l'origine de ce qui peut nous démotiver dans un projet. Ça peut être la lenteur du projet. Comment rester optimiste en fait? C'est peut-être ça ta question, Patrick. Évidemment, on n'a pas du plaisir tous les jours, à tout le temps. Donc, comment on peut rebooster son plaisir, hein? Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut nous casser dans un projet ou dans un espace motivationnel, c'est le regard des autres et notre peur du jugement. Et notre peur du jugement, ça peut avoir, c'est un couteau à deux tranchants en fait. Il y a la bonne nouvelle, c'est que la peur des autres, ça peut nous booster pour être meilleur.
Et dans la comparaison qu'on peut avoir, notre motivation va s'élever parce qu'on voudra être meilleur et pas être pris, entre guillemets, en défaut. Ou alors se sentir coupable. Du coup, ça peut nous faire taire aussi. Ça peut, et là, ça va être du travail sur nos propres complexes, sur nos peurs. Hein. Et ce travail, il est souvent en lien avec un état émotionnel. Je parlais des ancrages tout à l'heure, modifier un état interne, un état émotionnel, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui peut nous permettre de retrouver de l'optimisme et de la motivation. C'est passer d'un état interne négatif à un état interne positif. Et là, c'est poser des ancrages ou désactiver des ancres négatives. Et encore une fois, il faut l'apprendre. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça. Ce sont des techniques qu'on utilise en programmation neurolinguistique. Donc ça peut être des éléments qui peuvent nous aider à retrouver de la motivation. Quand on est vraiment tout en bas, on peut aussi se dire, c'est pas le jour. Quand je vous disais tout à l'heure, être au bon endroit au bon moment, c'est accepter qu'on ne soit pas toujours au top niveau et on n'est pas des supermen ni des superwomen. On a des moments où on a le droit d'être en pause. Je pense que ces moments de pause, ils peuvent être très productifs si on les accepte et si on s'auto-analyse à propos de ça. Okay, alors voilà une de mes réponses. J'aime beaucoup cette idée de moment de pause parce qu'il se trouve que dans notre monde, dans le monde actuel, on est tout le temps en train de courir derrière un but. En tout cas, pour beaucoup de gens, c'est le cas. D'avoir la pression de l'entourage, du travail. En plus, il y a il faut réussir. Et puis, c'est vrai que si on n'atteint pas le top, du coup, c'est entre autres ce que je remarque, hein, une des motivations pour baisser, c'est une des raisons pour faire baisser la motivation. Et donc, prendre une pause, moi, c'est déjà une des choses que j'invite les gens à faire, hein, c'est de régulièrement prendre des pauses. Posez-vous, arrêtez d'être tout le temps à fond, parce que c'est ce qui va vous permettre, comme tu dis, Marie, en tout cas, selon moi, à garder la motivation, à reprendre la motivation, à avancer avec ça. Ça j'aime énormément. Une autre chose dont tu parles, c'est ces ancrages. Hein. Tu l'as cité plusieurs fois. Alors, c'est quoi un ancrage? Qu'est-ce que c'est? Un ancrage, l'ancrage, c'est une manière d'aller chercher une ressource, de l'utiliser sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas seulement intellectuellement, mais aussi dans ses formes de ressenti qu'on peut avoir au fond de soi, qu'on appelle nos états internes, nos états émotionnels, nos ressentis qui sont à la fois motivés et activés par du visuel, de l'auditif, du kinesthésique. C'est ce qu'on appelle le VACO, le VAC. Ces stimulations internes peuvent être amplifiées. Et quand on parvient à les amplifier avec ces trois stimulations de base, qui sont le kinesthésique, l'auditif et le visuel, il y a encore, ça traite de nos cinq sens, mais ces trois-là sont les plus forts. Quand on arrive à les identifier, à les rendre symboliquement puissants, on pourra installer un ancrage, c'est-à-dire par exemple en serrant le poing au moment où on est à la sensation la plus élevée de cet ancrage que l'on a souhaité mettre en place, avec un objectif, là encore, posé. Pourquoi je vais faire cet ancrage et à quel moment j'aurai besoin de le réactiver. Et en l'installant, on pourra ensuite le réactiver simplement en utilisant notre poing serré au moment opportun. Et ça permettra à notre cerveau de modifier la production d'hormones parce que quand on n'est pas bien, on va produire énormément de cortisol et notre cortisol, c'est notre stress, c'est ce qui produit le mal-être, c'est ce qui produit la procrastination. Et quand on fait un ancrage positif, eh bien, on va stimuler les endorphines, dopamine, sérotonine, ocytocine, et j'en passe, qui vont nous permettre de changer
notre réseau mental de pensée. Et quand on change ce système mental de pensée, c'est comme si on sortait d'une autoroute négative pour prendre un petit chemin de traverse qui nous permet d'aller dans un espace qui nous permettra de trouver cette ressource et de l'utiliser à bon escient au moment où on en aura besoin. Et ça, c'est clair. Ok, donc un outil qu'on prépare, qu'on met en place. Hein, donc, on va créer l'outil. Ouais. Oui. Et puis, dès le moment où j'ai besoin, ben, je serre le point moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, Agassi, pour ceux qui se rappellent encore du tennisman Agassi. Alors, c'est vrai qu'on parle que de Federer parce qu'on est suisse, mais Agassi a été un très, très grand tennisman. Et puis, il a eu cette période de vide, hein, où il avait arrêté de jouer et il est revenu sur le circuit et puis il faisait un geste supplémentaire avant de servir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il remettait en place son col, voilà, Oui. comme ça. Hein. Et donc ça, c'est un ancrage qu'il aurait créé pour l'aider en fait à se mettre dans une émotion positive et de conscience de réussite. Ouais, et c'est ce qui lui a, entre autres, peut-être, c'est bien sûr son talent, mais c'est un outil en plus qui lui a permis de gagner Roland-Garros alors qu'il ne l'avait jamais gagné. Donc, on parle de la même chose. Oui. Ok. J'ai accompagné des golfeurs quand j'étais en Vendée pour un tournoi. Et on avait créé des ancrages justement en se mettant à l'adresse de la balle. Hein. Il y avait un ancrage qui revenait à chaque fois que le club était posé derrière la balle sur le drive. L'ancrage était là. Et cet ancrage mental, c'était la visualisation du parcours de la balle, hein, et de l'endroit où elle allait tomber. Et ça marchait vraiment très, très bien. Et c'est une équipe qui a gagné ce tournoi lorsque je l'avais accompagné. Mhm. Bon, on peut relever que l'ancrage a quand même été mis en place par rapport aux théories à Pavlov. Hein, le fameux chien qui on servait à manger, au moment où il y avait la nourriture qui arrivait, il salivait. À ce moment-là, on a fait sonner une cloche. Et pour finir, ben, on faisait sonner la cloche et le chien se mettait à saliver par rapport à ce qui allait peut-être l'attendre, sans que forcément la nourriture arrive. Et c'est là qu'on crée un état interne, un animal, somme toute, où on n'a toujours pas de connaissance, il y a un conscient, un inconscient sur l'animal, il y a des choses qui ne sont pas encore très précises. Après, il faut s'entendre sur la notion de conscient, inconscient, on s'entend bien. Mais voilà, l'ancrage est vraiment basé sur ça et c'est vraiment du pavlovien, donc c'est quelque chose qui est relativement ancien, mais qui fonctionne chez quasiment tout le monde. Moi, je prends l'exemple d'un jeune tennisman qui est dans le cadre national suisse espoir, où j'ai posé un ancrage simplement sur le lassage de ses chaussures avant de rentrer sur le court. Et là, ça il développe un état interne où il se défait de toutes ses peurs, etc. Ça lui permet d'avancer, c'est juste énorme. Donc ça, c'est en fait un outil qui permet, de garder ou de retrouver la motivation quand ça va un petit peu en bas, mais surtout, en plus, d'avoir des habitudes de succès. Donc, de créer des choses de succès. Et ben, Grégory, super, avec le tennisman, les golfeurs. Moi, j'ai aussi utilisé avec un pilote de course, hein, où c'était quand il mettait ses gants, entre autres, avant de serrer le volant. Donc, c'est quelque chose d'assez génial, hein, parce que ça permet, comme tu nous l'as expliqué, Marie, de créer des liens entre un geste, on va dire, et un état de réussite. Donc ça, c'est un outil, ok, quand je suis un peu en baisse de motivation, si je me rappelle que j'ai l'outil, parce que des fois, j'ai des choses dans ma boîte à outils, mais j'oublie qu'ils sont là, j'oublie que ça fonctionne, puis j'oublie même où est la boîte à outils. Mais en tout cas, si je m'y rappelle, je peux aider à garder la motivation. C'est assez génial d'ailleurs. D'autres trucs qui vous permettent de garder votre motivation? Alors, après, Patrick, moi, je me permets de revenir vers toi parce que tu as discuté, enfin, avant, tu as parlé du fait qu'on était toujours dans le réussir, dans ci, ça, dans le faire, enfin, toujours de ne pas pouvoir faire de pause, en fait. Et je pense un des grands problèmes aussi, c'est dans le cas de la motivation, c'est de poser un objectif précis. Parce que typiquement, la réussite ne sera pas, la réussite est du domaine de l'individuel. Alors, sans parler de l'ancrage patriarcal, pour certains, ce sera une réussite professionnelle. Pour d'autres, la réussite, ça va être totalement d'avoir
une liberté énorme, donc de juste bosser ce qu'il y a besoin pour avoir un petit peu d'argent, puis pouvoir, je ne sais pas, partir tous les week-ends sur les routes, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de retrouver. Et souvent, on est conditionné d'une certaine manière par les ancrages, on va dire, sociaux, etc., d'avoir une famille, les enfants, le chien, la maison, etc., qui fait que pour certains, on va courir après une réussite, somme toute, la course à la réussite, d'ailleurs, c'est un jeu. On va courir après une réussite qui va nous paraître être ce qu'elle est, et en fait, c'est un objectif qui reste totalement flou. Donc là, je vais paraphraser juste un petit dicton chinois qui dit objectif flou, connerie précise. Et souvent, c'est ça le problème, c'est que on ne sait pas après quoi on court. Donc à un moment, voilà, je veux dire, il y a 3 lièvres et puis on ne sait pas lequel. Et puis courir après 2 lièvres, c'est la meilleure façon de pour en avoir un seul. Donc aussi ça, je pense, dans le côté motivationnel, alors voilà, c'est quelque chose qui me concerne personnellement, mais c'est d'avoir un objectif au bout. Et dans l'atteinte de l'objectif, après, on a les méthodes SMART pour mettre en place l'objectif qui soit atteignable, réalisable, etc., de manière temporelle. Et ça, c'est souvent aussi le gros problème parce que quand tu parles de réussite, voilà, c'est quelque chose qui est tellement individuel que je suis sûr qu'en demandant à 50% des auditeurs qui nous écoutent quelle est la réussite pour eux, ils auront de la peine à définir précisément leur réussite. Alors, du coup, on va demander aux gens qui nous écoutent, hein, soit en direct, soit en différé. En direct, il y a sur Facebook la vidéo. En différé, on va la mettre sur YouTube et puis peut-être sur d'autres plateformes. Mettez un commentaire. Hein, qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? Et puis, ça nous permettra aussi de construire nos prochaines conférences peut-être et de donner des réponses à ce que vous attendez. Donc, mettez en commentaire ou un commentaire déjà qu'est-ce que c'est la réussite pour vous. Et puis, c'est vrai que quand on pose cette question, il y a ceux, comme tu l'as dit, Grégory, hein, où ça va être OK, il faut faire plaisir à papa, hein, le côté patriarcal peut-être. Alors, à papa, entre guillemets, hein, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le voisin, peu importe, mais la réussite, c'est faire plaisir à quelqu'un d'autre et c'est pas du tout tenir compte de moi-même. D'autres, la réussite, c'est quelque chose de je veux être comme telle personne. Sans avoir obligatoirement besoin du jugement extérieur, mais juste moi de me dire, voilà, le jour où je serai comme Schwarzenegger, j'aurai réussi, ce qui risque d'être compliqué, en tout cas pour moi. Mais donc il y a plusieurs définitions de la réussite. Et puis, juste rebondir sur la définition d'objectif, on vient souvent à définir, et tu parlais de la méthode SMART, hein, à définir nos objectifs d'une façon spécifique, mesurable, atteignable, etc., etc. Mais c'est quelque chose de très lointain. Et quand c'est très lointain, ça devient un petit peu dur, non? En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive dans ma vie. Hein. J'avais, parce que je ne les ai pas atteints du coup, peut-être certains objectifs qui me semblaient tellement inatteignables. Je me les étais mis parce que c'était un jour où j'étais voilà, je sais, et puis c'est là qu'il faut aller, parce que bien sûr, il y a cette pression d'image. Hein. Et puis, c'était tellement lointain. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Parce qu'au bout d'un moment, la motivation, elle va faire boum. Alors, comme tu l'as si bien dit, l'objectif SMART, la dernière lettre, c'est quand même temporellement défini. Donc, à un moment, c'est clair, si on met une temporalité à 20 ans, savoir où on en est, il faudra quand même pas se poser des étapes intermédiaires et savoir où on en sera, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois. Généralement, un objectif, il est censé être posé, d'après moi, ce que j'ai pu apprendre, etc., dans mes accompagnements, sur 7 années. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de 7 ans, on doit être à tel endroit pour des objectifs, de gros objectifs de vie ou autres. Hein, je veux dire, c'est pas l'objectif de, je sais pas, aller m'acheter une boîte de cassoulet à la COP. Mais donc, ça signifie que dans 3 mois, pour atteindre cet objectif dans 7 ans, qu'est-ce que j'aurais mis en place? Ça veut dire aussi tout ce qui va être mis en place. Ça va aussi nous motiver justement d'en faire des petits gestes peut-être au quotidien. Je sais pas, peut-être remplir un CV, aller poster ma lettre et puis dire, voilà, à la fin de telle semaine, j'en serai là, etc. Après un objectif à 1 année, 2 ans, pour ensuite justement toujours renouveler cet objectif. Alors, avoir un objectif en finalité, si on veut bien, mais des objectifs intermédiaires qui nous permettent d'atteindre cette finalité. Souvent, ce que je remarque dans mon cabinet, c'est que les personnes qui viennent pour solutionner une problématique,
elles viennent plutôt avec un problème qu'avec un objectif. Donc, définir l'objectif, c'est déjà un gros travail autour de, en fait, je comprends votre problème, mais pourquoi vous voulez le résoudre? Et là, on s'approche tout doucement de peut-être un objectif, mais qui est tellement large la plupart du temps, qu'on va devoir le redéfinir très clairement. Pourquoi on va définir l'objectif et qu'est-ce qu'on va y trouver? Là, on a des techniques de PNL encore, on fait un travail avec un score qui nous permet de vraiment comprendre ce que veut la personne et de lui faire prendre des décisions d'axe, de mise en action. Et surtout, on va aussi constater que dans ce travail du score, la personne va révéler tous ses freins, toutes ses peurs, tous les obstacles qu'elle met en place. Et Patrick, tu parlais tout à l'heure de moments où tu as un objectif, où tu t'es enthousiasmé pour quelque chose, probablement pour atteindre quelque chose qui te fait envie. Et puis tout à coup, il n'y a pas les pistes, il n'y a pas la mise en action, ça ne se définit pas suffisamment précisément et il n'y a pas de regard extérieur. J'ai parlé tout à l'heure, je crois, de la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Les deux sont très importants pour pouvoir réellement avancer et être motivé. La motivation extrinsèque, par exemple, dans un score, on fait le travail seul. Le patient, il est là, et le client, il va simplement essayer de comprendre ce qu'il veut vraiment, comment c'est en lien avec son écologie interne, ses valeurs, sa personnalité. Et il va nous donner des informations sur la situation actuelle par rapport au problème. Quel est le problème et pourquoi tu veux changer ça? Le fait de pouvoir exprimer par un certain nombre de questions très ciblées des informations concernant l'objectif va amener tout doucement la personne à dire oui, mais ouais, j'aimerais bien ça, mais et j'aimerais pas, ça marche pas, j'aimerais, ça marche pas, je voudrais bien, ça marche pas, je dois, ça marche pas, il faut, ça marche pas. Tous ces termes sont redéfinis avec la personne de manière à pouvoir exprimer j'ai envie ou je veux faire ça ou ce qui est important pour moi, c'est ça. Et ça, c'est l'objectif. Tant qu'on est dans les doutes, effectivement, la motivation ne sera pas là. Ensuite, les doutes, ben, ça peut aussi être tous ces freins qu'on va évaluer. Le pourquoi je n'ai pas encore atteint cet objectif aujourd'hui. J'ai envie de me mettre à courir tous les matins. Ah, mais je ne suis pas très motivée. Le mais, je ne suis pas très motivée, il va falloir définir ce que c'est que cette croyance et définir qu'est-ce qui nous empêche, où manque la motivation pour y aller vraiment. Et ben déjà, en enlevant le mais, on va dire, est-ce que tu désires réellement ça? Est-ce que ça te fera plaisir? Est-ce que comment tu pourrais dépasser cette qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Comment est ta réflexion? Et du coup, dans ces obstacles qu'on aura trouvés, sur lesquels on va travailler, on va mettre des actions en place pour pouvoir les dépasser les uns après les autres. Et atteindre un objectif, c'est comme atteindre le sommet d'une pyramide. En bas, on aura certaines choses à gérer d'abord et à organiser pour monter petit à petit jusqu'à ce sommet. On ne va pas atteindre l'objectif du premier coup, on ne va pas booster sa motivation tout le temps pour être là. Il se peut qu'à un certain niveau, par exemple au niveau d'une croyance limitante, ça bloque. Et quand ça bloque, on va réévaluer cette croyance. La plupart du temps, les personnes peuvent apprendre ces techniques. Et chez HNS, on les propose à l'apprentissage, mais on peut aussi imaginer se faire accompagner par un coach qui va savoir nous motiver. Et les personnes qu'on va choisir autour de soi pour nous amener à atteindre la motivation suprême, c'est-à-dire le sommet de notre objectif, est aussi important. Être bien entouré, ça donne du sens. Il y a une chose que tu viens de dire, être bien entouré. Hein, et ça, c'est vraiment. Moi, je suis entouré d'un chat, vous voyez, il est là, il s'appelle Bitsu. Oui. Mais être bien entouré, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est quelque chose qui, justement, fait
qu'à certains moments, ben, ma motivation, elle va venir d'autres personnes qui me rappellent peut-être, mais tiens, tu voulais monter en haut de la pyramide. Donc oui, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Moi, il y a aussi une chose, hein, vous l'avez dit, c'est de mettre des étapes. On ne va pas monter tout en haut en un seul pas, hein, si on prend l'exemple de la pyramide. Maintenant, ces étapes, c'est des micro-objectifs. Qu'est-ce qui se passe si la personne n'atteint pas déjà ces micro-objectifs? Alors, ces micro-objectifs, ils vont s'appuyer aussi, c'est la suite du score, sur les ressources de la personne, les moyens qu'elle sait mettre en place. Et ça, c'est tellement individuel, hein, parce qu'on a dans notre construction mentale nos propres filtres, notre individualité, notre identité. Et il faut aller comprendre comment on fonctionne pour pouvoir effectivement dépasser les moments de frein ou les moments où on est bloqué à un niveau pour pouvoir comprendre aussi. On parlait de pause tout à l'heure. On n'a pas besoin d'être tout le temps sous contrôle, à se poser 1000 questions et à intellectualiser tout. Faire une pause de 10 minutes, de 20 minutes, sortir, faire autre chose, ça nous permet d'aller ouvrir la part plus profondément inconsciente de nos ressources, justement. Et ça nous permet probablement de surmonter le blocage en question. Ça peut prendre un jour, 2 jours, 10 jours. L'essentiel, c'est de pouvoir se questionner sur qu'est-ce qui fait que ça bloque et de comprendre qu'est-ce qui nous bloque. Et si ça n'est pas le moment d'atteindre cet objectif, c'est peut-être qu'on s'est trompé d'objectif. Et accepter aussi ça, non pas comme un échec, mais comme une expérience. Après, Patrick, comme tu le disais si bien, oula, il y a de l'écho. C'est bon? Non. Voilà. Comme tu disais, par rapport à l'objectif aussi, je reprends la méthode SMART, hein, qui est donc spécifique, mesurable, atteignable, réalisable temporellement. Comme tu le disais avant, si tu décides de te transformer, enfin de prendre Schwarzenegger comme exemple, c'est clair, est-ce que c'est un objectif qui est atteignable déjà? C'est aussi une des questions à se poser. Si la personne n'atteint pas son objectif, est-ce que c'est quelque chose de concret qu'elle peut réellement atteindre? Donc, c'est aussi au niveau du questionnement de pourquoi cet objectif n'a pas été atteint. Est-ce qu'il a été bien défini, justement? Est-ce qu'il était réalisable? Donc là, c'est aussi toute une façon de procéder à revoir dans certains cas. Et comme disait Marie aussi, c'est vrai que j'aimerais bien, je voudrais bien, etc. On se rend compte que la personne n'a pas une motivation intrinsèque à vouloir vraiment sortir de sa zone. Et notamment, c'est un exercice que j'aime bien utiliser en hypnose, c'est où par quelques petits mots, on fait quasiment perdre toute sa force à une personne, juste sur 2 mots spécifiques, que je ne révélerai pas ici, que je profiterai de faire en présentiel éventuellement. Mais c'est juste impressionnant sans que la personne se rende forcément compte de ce qu'on a travaillé verbalement avec elle. C'est juste, en plus, c'est donc extra d'extérieur, mais on fait une perte de force à la personne qui est juste énorme. C'est un exercice assez parlant, disons. Donc, dans le verbe que la personne va utiliser pour se bloquer. Après, moi, en vous écoutant, il y a effectivement, on parlait de trouver cet objectif, etc., des personnes de qui on s'entoure, mais peut-être la question aussi à se poser dans le cadre d'une entreprise, d'une institution, je ne sais pas, on ne choisit pas forcément l'entourage qu'on a. Et là, comment on fait pour trouver un objectif et se trouver bien et se trouver accompagné? Alors ça, c'est une grande question, hein. Quand l'entourage ne nous supporte pas, waouh, c'est extrêmement dur. Ça n'aide pas, en tout cas, il y a des choses qui vont nous freiner supplémentaires. Maintenant, peut-être justement, un de nos objectifs, c'est de se sortir de ce genre d'entourage. Donc voilà. Moi, je te renverrai la question, comment toi-même tu ferais, parce que on a parlé de ces choses-là, mais comment tu ferais toi-même? Alors, je te remercie. Alors, effectivement, bien souvent, c'est de pouvoir permettre à la personne, si l'entourage lui est toxique ou comme ça, dans un premier temps, de pouvoir juste évoluer dans cet entourage, c'est-à-dire
De nouveau, par les ancrages dont nous a parlé Marie avant, c'est de pouvoir se créer une sorte de bulle dans laquelle elle est confortable, elle est bien, de lui permettre d'évoluer. Mais c'est clair que c'est juste une sorte de bouée. À un moment, je parlais d'évoluer dans un environnement toxique. C'est un peu comme si la personne est au milieu d'un lac, bien d'un océan. Je dis, on va lui donner une bouée, mais c'est pas forcément ce qui va la ramener au bord. Donc, à un moment, c'est aussi, comme tu le dis aussi bien, Patrick, c'est peut-être de redéfinir cet objectif. Est-ce que l'objectif est de changer d'entreprise, de service, je ne sais pas, pour lui permettre d'évoluer, en sachant que derrière, de nouveau, on vient à ce dont on parlait avant, la réussite, typiquement la réussite sociale, la réussite, les ancrages patriarcaux, etc. Donc, savoir aussi dans le concept socio-économique où la personne peut se réorienter et comment elle peut se réorienter. Après, ça, c'est à définir. Je pense que si on a affaire à une équipe qui n'est pas motivée dans un groupe ou dans une entreprise, parce qu'il y a des divergences d'opinion, parce qu'il y a des problématiques d'entente entre les personnes, probablement de la comparaison ou peut-être à cause d'une personne, un manque de motivation. Je commencerai par créer des ateliers sur les valeurs des personnes, de manière à déjà créer une cohérence de groupe, parce qu'on ne peut pas motiver une équipe s'il y a des dissensions et de la dissidence. On ne peut motiver une équipe que s'il y a une cohésion. Et pour créer cette cohésion, si on est dans le cadre d'un accompagnement d'équipe ou qu'on est un manager, il va falloir trouver des moyens, et des moyens existent, des techniques existent pour créer cette cohésion d'équipe. Il faut trouver une valeur commune pour pouvoir amener un groupe à travailler et à booster sa motivation sur un projet, par exemple. Si on n'a pas créé cette motivation de groupe, si on n'a pas réussi à donner une valeur commune qui puisse réunir l'équipe, on parviendra à rien. Alors, j'aime beaucoup ça. Et puis, alors, je rajouterais juste une chose, c'est peut-être pas travailler sur une seule valeur, mais sur 3 ou 4, parce que certaines personnes dans le groupe risquent de ne pas se reconnaître dans une, mais de se reconnaître dans d'autres. Et ça j'aime énormément. Et ça, c'est des choses, en fait, quand on commence à comprendre l'hypnose, la PNL, le développement de soi, pour finir, on va le faire naturellement. Donc, c'est des outils qu'on peut apprendre. On les enseigne à l'école, entre autres. Enfin, pas à l'école classique, hein, on est d'accord, à l'école HNES. On les enseigne. Et puis, si je suis cadre dans une entreprise, c'est des outils qui vont me permettre, du moins j'espère, d'améliorer la cohésion d'équipe, de motiver mes troupes, moi-même, de peut-être me remettre en question et d'avancer. Donc, je trouve ça extrêmement fort. D'ailleurs, c'était marrant parce que quand tu parles de ça, Marie, un de mes premiers contrats de consulting, c'était justement sur les valeurs de l'équipe. Et là, je remercie le CEO de l'entreprise parce que vraiment, il avait compris que ce n'était pas à travers d'autres parties qu'il allait motiver ses troupes à changer vraiment la destinée de l'entreprise, mais de faire un travail de fond. Et c'est ce que tu as dit au tout début. Hein. Moi, si j'ai un but, mais que ça ne va pas dans mes valeurs, ça ne va pas marcher. C'est un des freins extrêmement importants. Ouais, j'adore ça. C'est vraiment par des ateliers pratiques, en mettant ces personnes qui sont en désaccord sur un sujet en présentiel autour d'une table, mais en créant des ateliers d'apprentissage pour pouvoir réellement redonner un sens au fait qu'ils soient là, au fait qu'ils soient présents dans cette équipe, à leur choix de base. On va partir de leur histoire personnelle pour arriver à la cohésion d'équipe. Et Oui. tu parlais, Grégory, de comment on fait justement dans une équipe où il y a, et tu travailles aussi avec des personnes, toi dans un milieu professionnel et un cadre professionnel où il y a probablement beaucoup d'avis divergents et de difficultés à amener un groupe à être motivé sur le même sujet. Comment ça se passe? C'est extrêmement compliqué, étant donné que moi, à mon niveau, voilà,
je suis juste un des outils de la structure dans laquelle je travaille, que je ne citerai pas forcément ici pour éviter tout souci. Mais on voit déjà que typiquement dans les techniques qu'on utilise notamment en PNL, de leading, etc., où en fait les personnes qui sont à, on va dire, un certain niveau de la hiérarchie, du fonctionnement, etc., donc on parle vraiment d'un fonctionnement hiérarchisé et non en holocratie. Une des choses principales pour un cadre, c'est en tout cas d'adopter une posture de leader pour motiver son équipe. Et bien souvent, on se rend compte que, ben voilà, on se retrouve avec des chefs qui n'ont pas forcément l'idée du leading et puis qui sont pas forcément des modèles d'exemplarité. Donc, non plus pas des sources d'inspiration pour leurs équipes et autres. Et là, ben, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de l'intelligence relationnelle, pour entraîner les collaborateurs. Donc après, ben voilà, c'est vrai que c'est un peu, chacun doit trouver, ben, dans mon cadre précis, c'est quand je parlais de cette bulle, etc., c'est chacun doit trouver ses ressources à l'interne pour lui permettre d'avancer. Donc, une chose qu'on peut relever aussi, c'est que dans beaucoup d'entreprises, des gens, de par leur expérience, de par leur position, ont donc une influence plus importante sur le groupe, mais ils n'ont pas obligatoirement les outils, parce qu'ils ne les ont pas appris. Hein. Donc, moi, c'était une de mes grandes découvertes. J'ai dirigé des entreprises très jeunes, ou en tout cas eu des postes à responsabilité relativement jeunes. Alors, jeunes, c'était dans la trentaine, mais et puis, c'est vrai que je n'avais pas appris ces outils à l'école. Et il y a une remise en question dans ma vie extrêmement importante. Et tout d'un coup, j'ai découvert ces outils et j'ai commencé à les appliquer dans une des entreprises, simplement, hein, juste en partageant peut-être les connaissances ou simplement en utilisant sur moi-même des ancrages ou en aidant les autres à utiliser sur eux ou en leur parlant du côté émotionnel, en leur expliquant les valeurs, etc., etc. Donc, tous les outils qu'on va retrouver, entre autres, dans la PNL et aussi dans l'hypnose. Et puis, ça a permis à l'entreprise d'être un modèle pour tout le groupe. Alors, je ne dis pas que c'est spécifiquement ça, mais en tant que cadre, avec ces outils supplémentaires, j'étais alors moi-même plus efficace, mais surtout, j'ai pu les utiliser avec les autres. Donc, j'invite les gens qui nous regardent vraiment à approfondir, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, ou déjà de venir à la prochaine conférence. Marie, tu fais une conférence mercredi à midi sur l'arrêt du tabac. Sur l'arrêt du l'arrêt tabac. du tabac, voilà. Alors, l'arrêt du tabac, midi et quart. voilà. L'arrêt du tabac, c'est un exemple d'objectif. Bien sûr. Les outils que tu vas utiliser, ils sont applicables sur toutes les autres choses. Oui, ils sont applicables sur tous les désirs d'avancer, de modifier certains comportements dans tous les domaines. Hein. Ce n'est pas seulement des comportements qui soient comportements alimentaires ou comportements, on pourrait dire déviants par rapport à notre propre corps et à notre santé, mais aussi à notre mental. Et comment je peux changer certains paradigmes de pensée pour aller vers d'autres moyens pour trouver justement à la fois la motivation et à la fois qu'est-ce que peut me révéler toute ma partie inconsciente contenant mes ressources. Et il y aura un développement des outils dont on a parlé là aujourd'hui. Et puis la semaine suivante, je vais faire une de ces présentations chaque mercredi de juillet à midi et quart. Et ce sera en live sur Facebook et vous pourrez vraiment suivre cette présentation. La deuxième va parler d'un voyage en hémisphère. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre tête, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir des pensées plutôt positives que négatives. C'est la deuxième conférence. La troisième, elle va parler d'une approche que je pratique dans mon cabinet et je forme des thérapeutes à cela aussi. C'est comment on peut mincir autrement avec une pause d'anogastrique hypnotique virtuelle, c'est-à-dire comment on peut diminuer sa sensation de satiété. Et puis on terminera le mois de juillet avec une conférence qui sera rigolote sur comment évacuer l'imposteur, le saboteur, le perturbateur qui nous amène à la déprime, au stress, à l'anxiété, à nos peurs.
et comment on peut faire ça dans notre tête. Voilà les 4 conférences que je propose tous les mercredis, midi et quart, dans le mois de juillet. Voilà, et là, on va retrouver plein d'outils, dont certains, on en a déjà parlé. Bien sûr, on n'a pas le temps de faire le tour de tout ce qu'on peut utiliser, mais il y a encore une chose que je n'ai pas entendue, et il y a cette notion alors d'objectif. On a pris cette notion de micro-objectif, alors pas micro dans le sens petit, mais dans le sens qu'on va décomposer le grand objectif en plusieurs petits objectifs, pas petit, parce qu'on ne va pas aimer ce terme, en objectifs. On peut dire des sous-objectifs, par exemple. Des on a l'objectif sous-objectifs, principal et puis les étages qui nous amènent à l'objectif. Ou simplement les étapes. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens définissent ces sous-objectifs avec le même principe et on reste dans la notion de résultat. Et moi, ce que j'ai remarqué, alors mis à part que quand je coach des gens, c'est toujours intéressant, pas pour tout le monde, les gens ont tendance à faire le nécessaire par rapport à l'objectif qu'ils se sont fixés avant une séance de coaching, généralement un petit peu au dernier moment, et c'est le souvenir qu'il y a la séance de coaching qui arrive et qu'ils avaient dit qu'il fallait faire quelque chose qu'ils vont le faire. Ça c'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc, partagez un peu des fois aussi vos buts, parce que comme ça, vous aurez le regard des autres qui vous poussera à faire le nécessaire. Mais souvent, on est dans ce faire, dans ce côté résultat, et puis il peut y arriver que les résultats ils soient difficilement observables. Si Grégory parlait de faire du footing pour quelqu'un, si une personne, son objectif, c'est d'éliminer du poids et qu'un sous-objectif, c'est de faire du footing, déjà, elle fait du footing et puis après son footing, elle ne va pas remarquer qu'elle a éliminé du poids. Donc, une des choses que j'ai remarqué, c'est que si on restait dans cette notion de résultat, on allait à un moment ou à un autre perdre la motivation, parce que la motivation, elle vient vraiment au tout début, dans le moment où je me suis fixé quelque chose. Et donc, du coup, de me féliciter juste dans le fait d'avoir fait. J'ai fait et je me suis concentré pendant un moment de ma journée sur la chose que j'avais envie. Pas sur le résultat que ça va obtenir, mais juste, voilà, je l'ai fait. Ce qui va peut-être… J'avais parlé… Oui. Excuse-moi, Patrick, j'avais parlé tout à l'heure de la notion de plaisir. Mm-hmm. C'est le plaisir de l'instant. C'est vivre l'instant présent dans la réalisation. Oui. Alors, la notion de plaisir, yes. Maintenant, si je dois m'entraîner, un entraînement, ça demande un effort. Donc, cette notion de plaisir, peut-être, certains trouvent le plaisir dans l'entraînement, on est d'accord. Et puis, il y a des raisons chimiques à ça. En même temps, certains, ils ne trouvent pas de plaisir, surtout pas au début, dans l'entraînement. Donc, il faut juste après se valider, se récompenser en disant, voilà, j'ai fait quelque chose et je sais que ça va m'amener à quelque chose si je continue de le faire. Mais dans un sens, c'est cette notion d'entraînement. Et cette notion d'entraînement, moi je me rappellerai toujours, c'était une formation de Blair Singer à Berlin. Et cette notion d'entraînement, c'est la partie la plus importante. C'est d'avoir la discipline ou les rituels en place qui font que demain, je vais continuer. Et ce qui se passe, tu en as parlé, Marie, on a toujours la possibilité d'avoir une petite voix qui va nous trouver des excuses de ne pas faire ce qu'on a envie pour nous amener. Et les excuses, c'est je suis trop occupé, je suis trop fatigué, mais peut-être je ne fais pas juste, etc., etc. Et une partie de notre cerveau, une partie de nous plutôt, va chercher à éviter la douleur de faire, si c'est un entraînement. Donc, de trouver le côté plaisir, voilà, une clé extrêmement importante, ça c'est sûr et certain. Et puis, une autre, c'est dès le moment où j'ai une de ces pensées négatives, c'est de se dire, OK, c'est juste une partie de moi qui parle. Donc, on va discipliner, je peux dire, on peut discipliner notre pensée et puis prendre le contrôle de celle-ci. Donc, quand j'entends ma voix me dire, je suis trop fatigué, je sais que ça fait partie de ces excuses, de ces 157 raisons que notre cerveau arrive à trouver. Et puis, on peut simplement lui dire, je suis désolé, j'ai bien entendu, mais je vais quand même le faire. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a une partie de nous qui dit, mais tu m'as jamais parlé comme ça. Mais vous le répétez
faites-le, je vais le faire. Même s'il y a une excuse, même si je suis fatigué, je suis désolé, je vais le faire. Hein. Et ça peut nous aider vraiment à renforcer notre esprit, à nous permettre de garder la motivation, ou plutôt garder la discipline qui va nous permettre de nourrir cette motivation. Parce Alors, que, je parlais du 28 juillet, la dernière conférence rigolote, c'est évacuer l'imposteur. Comment on fait? Comment on fait pour stopper ce moment au lieu de dégringoler vers toutes les pensées négatives, pour les freiner, les stopper et effectivement arrêter cette partie de soi qui est en contradiction avec une autre partie qui a tellement envie de changer quelque chose. Grégory parlait tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. Parfois, oui, c'est nécessaire. Là aussi, on dira comment on sort de sa zone de confort. Parce que c'est bien beau, intellectuellement, on le comprend. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui peut nous motiver à sortir de cette zone de confort? Et c'est vrai que c'est quelque chose où, euh, de nouveau, dans cette formation sur le leadership, il y avait cette notion, bien sûr, de motivation, de mettre un but, de mettre des habitudes en place, hein, de créer une certaine discipline. Et puis, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant, et je pense que c'est aussi une chose à explorer, c'est de mettre des règles en place. Parce que si je n'ai pas de règles, je vais obéir aux règles des autres. Et je vais mettre ces règles en place au moment où ma motivation est extrême. C'est-à-dire au moment où j'étais dans cette euphorie dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est génial, je vais aller là, je vais avoir ce but. Du coup, je mets des règles en place. Et ça doit être des règles simples, faciles à atteindre. Ouais, et tu parlais de golf. Il y a une jolie histoire où un autre de mes mentors joue au golf avec quelqu'un et le gars, mais il est juste lamentable. Donc, quand il tape la balle, des fois elle fait 2 mètres, etc. Et pourtant, le gars, il a toujours le sourire et il est heureux de jouer au golf. Et donc, la personne lui demande, mais t'es nul, comment tu trouves du plaisir, quoi? Parce que tu as parlé, Marie, hein, de cette notion de plaisir. Donc, comment tu trouves du plaisir? C'est vraiment lamentable, quoi. Et le gars, il dit, bah, moi, j'ai une règle. C'est que tant que la balle avance, c'est que mon coup est réussi. Elle n'a pas besoin d'avancer de 200 mètres, elle n'a pas besoin d'être sur le fairway, elle n'a pas besoin d'être, etc. Tant que la balle avance, j'ai réussi. Et du coup, il a du plaisir. Et s'il a du plaisir, ben, c'est clair qu'à force de faire, il va s'améliorer. Ouais. Donc ça, c'est se mettre des règles et des règles faciles à atteindre. Comme ça, vous allez garder le plaisir. Vous pouvez en mettre d'autres, le deuxième niveau, on va dire, ou le troisième niveau. Et puis, une des choses, c'est de se dire, OK, quand j'ai mis une règle, ben, c'est de se soumettre à cette règle. On s'est dit, ben voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, cette règle, c'est une règle de ma vie. Et du coup, vous vous soumettez à la règle, c'est vous qui avez décidé quand même, hein. Vous vous soumettez à la règle, et ça va vous permettre d'obtenir l'habitude, la discipline, de faire ce qu'il faut pour arriver au succès, même à des moments où la motivation disparaît. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Ça fait tout à fait sens et se mettre des règles, c'est se créer un contrat avec soi-même. Moi, j'aime bien avancer et booster ma motivation avec l'idée d'un contrat. Mon contrat, il est défini quelque part déjà dans. Alors, on parlait d'atteindre un résultat, non, c'est plutôt atteindre des effets plus qu'un résultat. Et les effets, c'est encore une fois relié à mes ressentis et pas tellement au monde extérieur. C'est vraiment quelque chose d'intrinsèque. Et ça me permet aussi de pouvoir garder ma motivation parce que j'ai envie de pouvoir ressentir ça. C'est peut-être un peu de fierté, c'est peut-être c'est en lien avec quelque chose de déjà vécu, ça, hein, et qu'on veut retrouver, par exemple, une sensation. Et juste d'être en accord avec moi-même déjà. Le résultat, les effets qu'on veut obtenir. Oui. Oui, je disais, un des résultats d'être en accord avec soi-même, c'est déjà une super sensation, hein. Tout à fait. C'est ça qui peut me maintenir dans le contrat que j'ai avec moi-même.
et qui va m'amener à utiliser les moyens que j'ai en moi. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des moyens extérieurs. C'est juste utiliser ce que je sais le mieux faire, utiliser mes stratégies de succès, parce qu'on en a tous. Hein. Il peut juste une stratégie de succès, ça peut être aussi simple que de faire les bons choix dans la façon de m'habiller le matin ou alors de savoir comment faire une super tarte aux pommes. C'est pas forcément un gros challenge professionnel qui va me peser sur les épaules, mais dans ces stratégies-là, simples, basiques, en les analysant, et on peut aussi découvrir avec des outils qu'on apprend à la chaîne ES, quelles sont nos stratégies de succès pour pouvoir les réutiliser dans tous les domaines. Et en arrivant à faire comme on va mettre des connaissances et des moyens dans un entonnoir avec des histoires de vie qui nous appartiennent, on va les analyser, on va les filtrer et on va sortir 5 mots qui seront définitivement nos stratégies de succès. Et en réutilisant ces 5 mots, on a un déclencheur de motivation, on a un déroulement de savoir-faire et de savoir-être pour atteindre un résultat. On va mettre en place ensuite une stratégie organisationnelle. Derrière chacun de ces mots, il y a comment partir de zéro pour atteindre un résultat. Et c'est notre contrat en fait. Et comment on va découvrir dans ce contrat les moyens qu'on pourra avoir d'avancer jusqu'à obtenir les effets désirés et avoir une conclusion, une boucle de conclusion dans la motivation qu'on a pu garder du coup tout au long d'un projet, d'une envie de réalisation, sans se mettre la barre absolument très haute et sans être dans la comparaison. La comparaison, encore une fois, elle peut nous amener à de la culpabilité, à des questionnements sur la légitimité qu'on pourrait avoir. Et tout ça est vraiment quelque chose à balayer parce que ça nous crée cette structure de pensée sinon qui nous amène beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Et l'éviter, c'est trouver ses moyens que l'on apprend à la chaîne ES, je le répète et je le redis encore. Et que vous pourrez aussi découvrir au fil de nos présentations, pour ceux qui nous écoutent, au fil de ces conférences interactives. C'est pourquoi on vous demande de participer à ces conférences, parce que vous allez pouvoir vous aussi vous exprimer sur ce que vous savez faire ou simplement être là, présent, nous dire qui vous êtes et ce que vous attendez de ces échanges qu'on peut avoir ici. Oui, et comme tu l'as dit, Marie, on a tous des stratégies de succès. Certaines, on ne les a pas identifiées. Et donc, avec ce genre d'outils et de questionnements qu'on peut se faire, de processus, on peut découvrir nos stratégies de succès aussi. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors, ça fait déjà 1 heure qu'on partage, même un peu plus. Pour toi, Marie, quel serait le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est venez à notre prochaine rencontre afin qu'on puisse continuer à débattre. Et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été présents. Je remercie Grégory, Patrick de votre participation et de nos échanges, de cette communauté qui prend forme au fur et à mesure du temps. Et je vous dis à très vite. À très vite. Merci à vous. Merci, Marie. Et puis, si tu avais à partager un outil pour garder la motivation? Gardez le sourire et gardez du plaisir à être qui vous êtes. Superbe, génial. Merci. Grégory, un outil et le mot de la fin. Avec le micro. Avec le micro. Alors pour moi, le mot de la fin, ce sera l'outil. L'outil sera le mot de la fin. Je vais revenir sur ce que j'ai plus ou moins dit au début. Objectif flou, connerie précise. Pensez-y. J'adore cette expression. C'est vraiment génial. Alors moi, je dirais, croyez en vous, hein, croyez en vos capacités, comme ça vous allez plus facilement faire. Et puis, toujours un grand merci de partager déjà avec Marie et Grégory et d'autres personnes qui sont vraiment des experts dans leur domaine.
Je vous invite à ceux qui nous regardent, si vous avez aimé nos conférences, à mettre un petit like, à partager parce que vous n'êtes pas les seuls à qui ça pourrait bénéficier. Il y a peut-être d'autres gens dans votre réseau qui pourraient être intéressés par les différents outils, méthodes, processus dont on discute, hein, qu'on partage et qu'on discute. J'adore avoir les différents points de vue et encore un grand merci à tous et à bientôt. Prochaine conférence de Marie, ce sera le 7 juillet. Et puis, alors c'est des moments où on n'arrive pas vraiment à rejoindre Marie pour participer, mais on sera là en tout cas en pensée et en présence. Et puis, les autres conférences participatives, suivez nos pages, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou les autres, sur YouTube aussi, pour être au courant de ce qui se passe et puis pour pouvoir nous rejoindre, parce que ce sera beaucoup plus sympathique encore avec votre présence à vous. Toute belle journée à tous et à tout bientôt. À bientôt. Bye.